Et c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier petit-déj QVT de l'année. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas partagé avec vous et à notre grand regret, puisque on adore ces petits temps avec vous pour échanger, pour vous transmettre du contenu et sur un sujet aujourd'hui qui est d'actualité, puisque nous allons parler d'infobésité. Quelles clés pour rendre l'information plus digeste? Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un de nos nouveaux collègues, Quentin, qui fait partie du service archives et qui accompagne donc les collectivités dans la gestion de l'information. Quentin, je te laisse te présenter ou dire bonjour, tout simplement. Ça nous permettra de voir si ton micro fonctionne bien. Pardon, en effet, j'ai oublié de le mettre. Donc merci Jennifer. Donc en effet, moi c'est Quentin, donc membre depuis juillet dernier de l'équipe des archivistes du centre de gestion. Et en effet, ravi d'intervenir sur cette question de l'info-obésité, puisque c'est un sujet que l'on rencontre et sur lequel on dialogue à peu près au quotidien avec les différentes collectivités avec lesquelles on a l'occasion de travailler. Donc, vous l'aurez bien compris, ça va être un petit déj QVT articulé en deux voies et avec deux approches différentes mais complémentaires. C'était tout l'intérêt de vous partager ces informations-là. Alors, pour nos petits nouveaux qui ne savent pas ce que sont les petits déj QVT, un petit rappel. On est sur un temps d'apport, un temps d'échange sur toute thématique qui va se rapporter à la qualité de vie et aux conditions de travail, avec pour intérêt une durée maximum d'une heure. Ce qui signifie que nous ne sommes pas sur une formation. Vous n'aurez pas de compétences ici, mais simplement un transfert d'informations, une sensibilisation. Il y a différentes règles qui vont être importantes. La première qui est celle des règles. Donc, on a le micro qui est fermé. Je ne sais pas pourquoi mon diapo défile tout seul. Donc, le micro fermé tout simplement pour garantir le meilleur confort aussi auditif aux participants. Les questions qui seront posées via l'onglet conversation, donc on viendra régulièrement regarder si vous avez des questions spécifiques. Et on est là dans un cadre bienveillant. On est là pour partager un certain nombre d'informations, mais c'est pareil pour vous dans l'onglet conversation, soyez toujours bienveillants envers les uns et les autres. Tout ce qui va gérer des problématiques techniques de connexion, ça va être directement sur vos ordinateurs. Nous, on passe par Teams, donc on n'a pas forcément de lien et d'action à faire sur vos ordinateurs. On n'a pas de réponse à vous apporter sur ces questions-là. Donc, on est bien sûr de la sensibilisation, du transfert d'informations. On sait qu'une heure, c'est court. Pour aborder cette problématique, et vraiment travailler dessus, il faudrait 2 à 3 jours de formation pour que vous repartiez avec vraiment du concret. On va essayer de condenser tout ça. Bien entendu, on a des outils derrière à vous partager, des fiches pratiques sur l'organisation, et cetera. Mais là, ça va être vraiment un sujet très vaste. On va essayer d'apporter certaines spécificités, et derrière, si vous voulez aller plus loin, il faudra aller soit en formation, soit, peut-être, travailler sur d'autres sujets de façon plus approfondie. Je vais regarder juste si vous n'avez pas de questions et sinon on se lance. Ça a l'air d'être bon. Et ben, c'est parti. Alors pourquoi ce petit déj QVT sur cette notion d'infobésité? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Déjà quelques chiffres. 250, 80, 175, 450, 300, trop. 150, 350, 400 jusqu'à 500. Beaucoup trop. Beaucoup trop, c'est ce qui est ressorti, de ce petit questionnaire que vous avez rempli en vous inscrivant à cette visio, à cette webconférence. En moyenne, vous avez, vous les personnes connectées aujourd'hui, 207 mails par semaine qui arrivent dans votre boîte mail. On est d'accord, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et il y a cette problématique effectivement qui revient aussi quand on vous a demandé les mots-clés. Il y avait des choses qui revenaient aussi systématiquement au-delà du mot «trop». C'était les mots saturation, désinformation, baisse de productivité, stress, fatigue, épuisement professionnel. Ce côté où on n'arrive pas à décrocher, on est noyé dans le trop. On a vraiment ce côté où, on n'y arrive plus. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et c'est pas nouveau. C'est, un phénomène qui est détecté depuis de nombreuses années, hein, et il faut savoir qu'en 30 ans, on a produit plus d'informations que sur les 2000 ans d'histoire avant nous.
Et tout simplement, c'est lié aux nouvelles technologies, au fait de pouvoir aller vite. Le volume de production d'informations va doubler tous les 4 ans, parce qu'il y a de plus en plus de canaux différents, de plus en plus de personnes qui créent du contenu, et on peut se sentir effectivement noyé sous cette masse. Et donc, c'est devenu un véritable sujet de recherche depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui où de nombreux chercheurs se posent cette question-là, et on va se poser cette question, bah, est-ce que c'est une ressource ou un danger? Eh bien, il faut savoir que l'information, elle est fondamentale. C'est cette possibilité voilà, de liberté, de capacité d'action où on va pouvoir chercher de l'information, la garder, pouvoir prendre des décisions aussi grâce à ça, puisque, la prise de décision est basée sur l'information, qu'on va avoir, sur l'information qu'on peut avoir, et on le verra ensuite dans le fonctionnement de votre cerveau. Il se passe quelque chose quand on a de l'information, et ça, c'est quelque chose qui va être important. Le risque, par contre, c'est la non-qualité de l'information. On a cette notion de surconsommation qu'on va appeler la junk information en anglais, mais le côté junk food un peu, hein, où on va aller vite pour avoir plein d'infos, mais l'information, elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours vérifiée, et avec tous les algorithmes qu'on connaît, ben, on reçoit souvent des informations qui vont dans le sens de ce qu'on sait déjà ou ce qu'on pense déjà, et donc on va avoir cette problématique-là de: «OK, c'est où la bonne, le bon curseur? Où est-ce qu'on le place? Comment est-ce qu'on le travaille pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible?» Avant de vous donner les solutions, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il faut cesser de culpabiliser. Déjà, c'est un premier point, ça va être important. C'est normal de ne pas arriver à gérer ce trop-plein. Le cerveau humain, c'est un système cognitif limité, c'est-à-dire que votre capacité de concentration, de gestion, d'attention est limitée. Ce n'est pas de votre fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas un super ordinateur. Et en plus de ça, quand vous en parlez, peut-être que vous avez l'impression d'être incompris par d'autres personnes, par d'autres collègues. Il faut savoir que la notion d'infobésité, elle va être totalement subjective. Ça va dépendre de votre ressenti, ça va dépendre de votre résilience, ça va dépendre de votre fatigue, ça va dépendre de ce que vous aviez déjà à gérer, de ce qu'on appelle la charge mentale que vous aviez au préalable. On va reparler de cette notion de charge. Ça va dépendre aussi de l'intérêt que vous avez pour l'information attendue. Si vous attendez vraiment une information, ben, vous allez être heureux de la recevoir et donc vous allez pas vivre les choses de la même façon. Et ça va aussi dépendre, bah, de vos capacités d'analyse, les capacités de mémoire ou, les capacités cognitives, donc de réflexion, de prise de décision, et cetera. Et donc ça va vraiment dépendre du fonctionnement de votre cerveau. La surinformation, cette infobésité, elle peut être définie finalement comme à minima par le fait de recevoir plus d'informations que ce qui est possible d'en traiter. C'est l'histoire de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est l'histoire de: il y a un contenant, il est déjà plein, il y a d'autres informations peut-être qui étaient prioritaires ou plus importantes qui rentrent, mais il y a plus de place. On a déjà saturé le système. Il y a trop de choses à mettre dedans et donc on n'y arrive plus. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonctionnement du cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur. On a tendance à penser ça, qu'on fonctionne pareil, ce n'est pas le cas. L'ordinateur, il peut, comme vous l'avez d'habitude sur vos PC, hein, plusieurs onglets ouverts, et en même temps, il peut traiter plusieurs choses. Donc vous pouvez être sur Excel, sur PowerPoint, sur, Outlook, sur, votre navigateur internet. Vous avez tout en même temps qui va travailler. Votre cerveau, c'est pas comme ça. Les gens pensent qu'on est multitâche, ce n'est pas le cas. On a des limites cognitives qui sont importantes, et le fait de collecter, d'aller chercher de l'information et de l'enregistrer, c'est vraiment coûteux en ressources et ça prend du temps. Le temps est nécessaire à l'enregistrement de l'information. Et pourquoi ça fonctionne pas comme un ordinateur? Parce que même si vous pensez être multitâche, je vous assure que ce n'est pas le cas. On a le sentiment qu'on est plus productif quand on fait plein de choses en même temps. Alors, je vais tout de suite casser un peu ce mythe. Personne ne l'est, même pas les femmes, hein, ça, c'est un grand débat. Il y a à peu près 2 de la population qui est en capacité d'être multitâche, de façon optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs se sont posé la question, ils ont pris un groupe, de personnes et un deuxième groupe. Le premier groupe, on leur a demandé de faire des tâches une après l'autre. Ils en avaient 5. Ils ont fait les tâches une après l'autre. Le deuxième groupe, on leur a dit: «Faites les tâches en même temps pour être le plus efficace possible. Vous avez le droit de les faire de façon simultanée, les mêmes 5 tâches». Et ce qui s'est passé, c'est, que
on a mesuré plusieurs choses. Est-ce que je me suis sentie efficace? Combien de temps j'ai mis à le faire? Et finalement, quelle était la qualité du travail réalisé, à savoir est-ce qu'il y avait des erreurs ou pas? Contre toute attente, le premier groupe ou alors là, on n'est pas surpris, le premier groupe s'est senti plus lent, s'est jugé plus lent dans la réalisation des tâches que le deuxième qui a pu faire tout en même temps. Eux se sont sortis très, très productifs, très efficaces. Mais contre toute attente, ça a été totalement l'inverse. Non seulement le premier groupe qui a fait les choses une après l'autre a mis moins de temps, mais aussi a fait moins d'erreurs. Donc même si on a le sentiment qu'on perd du temps en faisant une chose après l'autre, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas lire un mail et faire une conversation. Vous ne pouvez pas être en réunion et traiter vos mails en même temps. Il y a des informations qui vont louper. Donc pour toutes les personnes qui sont en réunion de chef de service ou de réunion de projet, en étant en train de traiter vos mails, vous n'êtes pas efficace. C'est juste quelque chose de très, très factuel. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme un ordinateur. On ne peut pas gérer plusieurs choses en même temps. On ne fera que des sauts de l'un à l'autre et de façon non qualitative, non efficace. Donc on a ces limites cognitives-là, où collecter et assimiler de l'information, ça va être coûteux en ressources, en particulier en temps. Et aussi, le cerveau humain a vraiment cette tendance à être attiré par les notifications et va avoir du mal à prioriser. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est tout le temps en train de créer des hypothèses, il est tout le temps en train de faire des futurs probables. On est de façon totalement inconsciente, hein, on va chercher de l'info, on va être, attiré par cette information-là, on va avoir cette difficulté-là. Donc c'est pour ça que les téléphones, il y a ces alertes, hein, les petites notifs qui apparaissent et on est tout le temps en train de chercher des sollicitations. Ça va être le cas aussi pour, les conversations. Même si enfin, si vous êtes dans un open space, les gens ont beau parler tout doucement, vous avez beau avoir des mesures de bruit qui sont pas élevées, le simple fait d'entendre une conversation dans la langue qu'on parle, on va aller chercher ces sollicitations-là, avec cette problématique que ça augmente l'interaction. Vous êtes dans le train, vous entendez quelqu'un qui parle, vous allez écouter. C'est pas de votre faute, c'est votre cerveau qui cherche de l'information. Donc forcément, dès qu'il y a une alerte mail qui s'affiche, dès que, il y a un collègue qui parle, on va chercher les sollicitations de façon continue et ça, c'est vraiment quelque chose, qui va augmenter l'interaction. Le problème, c'est que l'interaction, elle est perturbatrice. Si vous êtes en train de travailler ou de faire autre chose, vous déconnectez et derrière, bah, vous allez être moins efficace. Tout simplement parce qu'on a un système de mémoire à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la mémoire de travail. C'est la mémoire qui est ce qu'on appelle le présent, dans l'immédiat, qui a vraiment une capacité limitée. C'est la possibilité de jongler avec 3 ou 4 informations en simultané, de façon inefficace, comme je vous l'ai expliqué avant. Elle peut, cette mémoire, traiter efficacement une seule info à la fois. D'où la nécessité de planifier vos tâches et de ne faire que ça au moment où vous le faites. Passe ensuite à la mémoire épisodique, qui est moins limitée que celle d'avant, mais qui va être très difficile à mobiliser dans l'instant présent. Donc quand on est dans l'instant présent en train de travailler, on est en mémoire de travail. Et ensuite vient la mémoire sémantique, qui est une ressource plus ou moins infinie et qui est la mémoire à long terme. C'est celle où on va enregistrer. Si elle est bien utilisée et bien exploitée, elle nous permet d'hiérarchiser les informations, de faire la différence entre l'urgent et l'important, mais aussi de ranger les nouvelles informations pour pouvoir les solliciter par la suite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés à mobiliser la mémoire sémantique, tout simplement parce qu'on est tout le temps dans l'urgence. Tout est tout le temps urgent pour tout le monde, alors qu'on est d'accord, c'est pas le cas. Mais tout le monde vient en disant: «Oui, c'est urgent, il faut absolument qu'on fasse ça» et les choses qui auraient pu être anticipées avant deviennent les urgences de demain parce que ça a pas été bien pensé. D'où la nécessité de travailler aussi l'infobésité de manière collective. Une fois qu'on a compris ça, c'est important de capter qu'il y a aussi différentes, niveaux, voilà, d'attention et l'attention, c'est vraiment une variété de processus dans le cerveau qui vont permettre de traiter l'information. Ça va demander un effort cognitif. Vous avez beau physiquement ne rien faire, être assis sur votre chaise, quand vous êtes en attention, eh ben, c'est quelque chose qui va être difficile à maintenir dans le temps, qui va demander un effort au cerveau et donc de l'énergie, et le cerveau brûle énormément d'énergie, donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Si le sujet vous passionne, c'est vraiment quelque chose que vous vous dites: «Waouh, c'est trop intéressant, j'ai trop envie d'en savoir plus, j'adore faire cette activité-là»,
En psychologie positive, c'est ce qu'on va appeler le flow. C'est je suis lancée dedans, je suis la tâche et je me rends pas compte du temps qui passe. Ça va être l'histoire de, bah, tiens, vous adorez faire ce sujet-là, vous avez adoré aller travailler sur ce dossier-là, vous êtes musicien, vous jouez de la musique, vous lisez un livre et tout d'un coup, il est 3 heures plus tard, vous avez rien vu venir. Bah, en fait, vous avez gardé cette attention soutenue parce que le sujet était important pour vous, au même titre que, bah, là, ça fait peut-être un quart d'heure que je parle, vous avez pas vu le temps passer parce que, c'est trop intéressant ce que je dis. Blague à part, c'est cette notion de, voilà, je me suis connectée à ce que je fais et donc je vais me focaliser beaucoup plus facilement, sur ça, sans être interrompue par les distracteurs extérieurs. Par contre, cette attention, elle va être facilement perturbable par tous les stimuli environnementaux dont je vous ai parlé avant, les alertes, les pop-up, le fait que le téléphone soit à côté de vous. Le simple fait d'avoir votre téléphone à côté de vous, votre cerveau va vous dire: «Ah tiens, je vais regarder si j'ai pas une notif». Donc quand vous travaillez, c'est pareil, mettez-le loin de votre champ de vision, au même titre que, un bureau rangé permet aussi d'éviter les stimulations visuelles. Donc ça, c'est vraiment important. L'attention est facilement perturbable. Et on va aussi avoir cette notion d'attention soutenue, de vigilance, qu'on va devoir avoir. Donc c'est cette capacité à maintenir son focus attentionnel et un niveau d'alerte qui va permettre de détecter des stimuli pendant un temps prolongé et pour fournir une réponse adaptée. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est je suis vigilant pour éviter qu'il se passe quelque chose. Ça peut être quand je lis, un texte sur, Légifrance, le truc horrible, on se dit: «Oh là là, faut pas que je loupe, faut bien que je comprenne. Il faut que j'ai cette attention soutenue. Je suis en train de faire des payes, un 0 en plus, en moins, des gens vont être contents, d'autres moins». Quand on fait un budget, quand on fait un marché public, quand on fait de l'état civil, où on va devoir faire vraiment attention à bien avoir rempli les cases, sinon il y a des conséquences. Donc on est en attention soutenue, on est en vigilance, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est coûteux en énergie, mais vraiment énormément. Vous faites, je prends notre exemple, nous les psychologues du travail, on fait des entretiens avec les gens, on est en attention soutenue pour bien comprendre ce qui nous est dit, pour essayer de creuser, pour noter en même temps, pour retenir ce qui est important, pour aller plus loin dans les choses et le fait de faire ça, ça va, nous coûter de l'énergie. Je peux vous dire qu'après on a besoin de faire une sieste. Donc ça, c'est ce côté où vous faites des tâches, même si vous êtes physiquement pas en mouvement, ça va vous coûter de l'énergie. Et donc le niveau de vigilance, c'est vraiment ce continuum qui va de l'état de veille, où je suis vraiment bien réveillée, jusqu'à un état de sommeil profond. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y a, voilà, différents processus d'attention. Et par rapport à ce niveau physique dont on parlait, hein, cette charge physique qu'on va avoir, c'est important de comprendre qu'il y a différents types de charges de travail. Vous l'avez dit, dans les mails, dans vos inscriptions, quand je vous ai demandé: «C'est quoi pour vous la charge mentale?» il y a eu plein de choses. C'est important de repréciser ce que c'est la charge de travail. Il y a différentes charges de travail. La première, c'est la charge de travail physique. Ça va être ce qu'on appelle la capacité du corps à résister à l'effort. C'est vraiment en lien avec le corps. C'est ce qu'il faut qu'on produise, c'est ce qu'il faut qu'on manipule. C'est quelque chose qui peut plus ou moins se mesurer. Ça va être aussi tout ce qui va être en lien avec la posture. Comment vous êtes installé, comment est-ce que, vous devez vous positionner, le niveau d'effort qui va être demandé physiquement à votre corps pour réagir. Ça va être aussi là un temps de travail sans pause, sans vous lever, sans s'arrêter, de façon répétitive, de faire des travaux, voilà, qui sont répétés et si on ajoute là-dessus en plus pas de pause, ça peut être compliqué pour le corps de tenir sur le long terme. Ça va être aussi la fatigue visuelle qui est en lien avec le travail sur écran, et cette charge physique, elle est plus ou moins facile à mesurer. Là, j'aborde plein de concepts différents, hein, qui pourraient chacun être traités dans un webinaire bien spécifique. Donc voilà, il ne faut pas hésiter si vous voulez creuser des sujets, à le mettre dans le chat et on verra, comment faire une planification de certaines thématiques de façon plus approfondie. S'ensuit la charge mentale. La charge mentale, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui aussi. C'est la quantité de ressources mentales qu'on doit mobiliser pour réaliser une tâche. Ça va être tout ce qui va nous demander des efforts de concentration, de compréhension, d'adaptation, d'anticipation, d'attention et de minutie, de mémorisation, de pouvoir accomplir des tâches, et traiter de l'information et surtout de faire des choix et de la prise de décision. Tout ça, c'est extrêmement coûteux. C'est des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. C'est ce flow qu'il y a dans votre tête où il y a plein de choses en même temps qui se superposent. C'est aussi ce sentiment d'être
cognitivement limité. C'est oh purée, je sais plus par quoi je dois commencer là. Quand on a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par quoi on doit commencer, on est vraiment dans l'impact du choix et de la prise de décision. C'est que vos capacités mentales, elles ne sont plus disponibles, vos capacités cognitives ne sont plus disponibles pour vous permettre de gérer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué. C'est aussi cette sursollicitation cognitive. Vous savez, ce petit vélo qui s'arrête pas de tourner dans notre tête. On a l'impression que le travail, il s'arrête jamais, hein. Plusieurs d'entre vous l'ont dit. Le travail nous suit, même à la maison. On se réveille en pleine nuit, on s'envoie un mail pour pas oublier de faire ça. Et finalement, le mail est presque devenu un gestionnaire de tâches. Parce qu'on nous en envoie, parce que je m'en envoie aussi à moi-même pour pas oublier en mode note. Et donc, on va avoir cette difficulté-là de se concentrer, de comprendre. On va aussi avoir des difficultés de mémorisation où quelqu'un vient nous dire en disant bah, tiens, je te l'ai dit la semaine dernière, j'ai aucun souvenir qu'on m'a dit ça. Et donc, c'est cette difficulté-là qui va être impactée quand on parlera de charge mentale. C'est vraiment tout ce qu'on doit gérer, tout ce à quoi on doit penser, tout ce à quoi on doit travailler, tout ce qu'on doit planifier, anticiper, gérer et qui va venir se rajouter à tout ce qu'on devait déjà faire avant. Donc quand on dit: «Il y a une trop forte charge mentale», c'est qu'il y a trop à mobiliser par rapport à la quantité disponible. Et enfin, on parlera de charge psychique ou émotionnelle qui va être la sursollicitation des ressources émotionnelles. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'ordre du ressenti, ça va être de l'ordre de l'affectif. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que l'infobésité, c'est un ressenti subjectif. Et bien, peut-être qu'au début, j'arrivais à le gérer, parce que j'avais plein de ressources, parce que j'étais reposée, parce que physiquement, ça allait bien. Mais au bout de 6 mois, 1 an et demi, je tiens, je tiens, je tiens et mes batteries, elles diminuent, elles diminuent, elles diminuent. Arrivé au bout d'un moment, j'y arrive plus. Il y a trop de choses, que je dois porter, j'en peux plus, mais je le dis pas parce qu'il faut montrer qu'on est dans une société où on montre pas quand ça va pas. On vient toujours en dernière minute, ça commence à m'agacer parce que moi derrière ça vient désorganiser tout ce que j'avais prévu de faire dans ma semaine, ou tout d'un coup tous les projets sont urgents alors que ça fait, 3 mois que j'attends des validations. Tout ça, au bout d'un moment, c'est le côté où ça monte en mayonnaise, c'est des gouttes d'eau qui se rajoutent et ça va être cette difficulté-là ou aussi pendant, le confinement, pendant la période de crise sanitaire, on a beau être 4 ans après, on n'a pas récupéré, nos ressources émotionnelles. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dépassées par cette crise sanitaire et donc on a eu un quota qui a été épuisé, mais on n'a jamais pu récupérer et on se rend compte finalement qu'on va être dépassé, on est dans l'émotionnel pur. Ça va être aussi pour toutes les personnes qui sont amenées à afficher une émotion contraire à ce qu'on va ressentir, par exemple sur l'agressivité du public. Les habitants ou les usagers peuvent être, agressifs avec nous et ben, on doit rester poli. On doit, rester sur cette image, de fonction publique. On doit rester vraiment neutre, tout en disant parfois qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'a pas à nous parler sur ce ton-là, mais on doit quand même contenir ça. Au même titre que, les encadrants vont, aussi devoir faire bonne figure, être exemplaires, ces questions-là où on dit rien ou on dit rien pour éviter le conflit, on garde pour soi. Et cette problématique-là, c'est que sur le long terme, ça peut générer ce qu'on appelle une dissonance émotionnelle. Concrètement, au bout d'un moment, on se détache entièrement de ce qu'on ressent et ça se traduit de la façon suivante: il a beau se passer quoi que ce soit, au bout d'un moment, c'est plus mon problème. Et c'est des phrases qu'on entend nous, dans nos diagnostics des risques psychosociaux, c'est: est-ce que c'est vraiment important? Voilà, on s'en rend pas forcément compte. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être vraiment, quelque chose de compliqué. En ce qui concerne la charge de travail, vous l'aurez bien compris, il y a 3 niveaux. La charge physique, la charge mentale, la charge psychique. La charge psychique, si émotionnellement j'ai plus les ressources pour faire face, et ben, elle va aussi influencer sur les autres. Ça va être tout ce qu'on appelle les affections psychosomatiques. Ça va affecter votre charge mentale, ça va affecter votre charge physique et inversement. Les 3 se nourrissent l'une de l'autre et vont impacter, l'autre. Donc ça, c'est important de pouvoir aussi remettre ça. L'infobésité rentre vraiment
presque dans les 3 puisqu'on peut le mesurer avec un nombre de mails. Ça peut générer de la charge mentale du fait de devoir trier, du fait de devoir prendre des décisions, du fait de devoir choisir l'urgence et ça peut être aussi vécu comme: «J'y arrive plus là, il y a trop, émotionnellement je tiens plus, je le ramène avec moi à la maison, j'arrive plus à faire la distanciation». La charge de travail doit toujours être abordée de ces 3 façons-là, ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir agir. Donc elles sont toutes reliées, on l'abordera toujours de manière le plus globale possible. D'où ça vient? Cette notion d'infobésité, c'est pas juste les outils numériques en soi, ils étaient censés nous faciliter la vie. Ça va être l'usage qu'on en fait. Finalement, c'est presque vu comme une activité souterraine, c'est un truc en plus, qu'on faisait pas avant, où on avait nos tâches et en plus de nos tâches, maintenant on doit traiter les mails. Ça va, être plutôt une surcharge qu'on appelle communicationnelle. C'est cette obligation de consulter, d'analyser, de répondre rapidement aux sollicitations. Là où avant on pouvait mettre, 15 jours à répondre à un courrier, aujourd'hui on reçoit un mail, si dans les 5 minutes on n'a pas répondu, on va recevoir un appel: «Ah, tu as pas vu mon mail, pourquoi tu m'as pas répondu?» Donc c'est pas les outils numériques le problème, c'est la façon dont on les utilise individuellement et collectivement ou en tant que collègue parfois ou en tant que hiérarchie, on va pouvoir créer de la surcharge à ses collègues en envoyant un mail et en demandant de répondre. Ça va être aussi, cette problématique où plus on monte dans le niveau hiérarchique, plus il y a de la surinformation, avec beaucoup d'informations parfois inutiles, du simple fait de la fameuse mise en copie. On en reparlera de ça, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'oublie pas que la boîte mail, c'est une boîte aux lettres, ce qui signifie que c'est une communication qu'on appelle asynchrone. Et je spoil déjà les solutions, mais le mail n'est pas un outil pour avoir une réponse rapide. Si vous avez une urgence à traiter, vous allez voir en présentiel la personne où vous l'appelez, mais un mail n'est pas une urgence. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'attendre à côté de votre boîte aux lettres à la maison que le facteur il vienne poser des courriers dedans pour y répondre tout de suite, pour lui redonner en main propre. On ne fait pas ça. Le mail, c'est une boîte aux lettres électronique. On a du droit de se poser pour y répondre. Alors quelles conséquences? Ben, on l'a vu, hein, les conséquences, ça va être ce syndrome de saturation cognitive. On a le sentiment d'étouffer sous un volume qui grandit, d'être incapable de satisfaire aux vraies exigences de son travail parce qu'on a plein de missions, mais je dois répondre à tellement de mails qu'en fait, je ne peux même plus faire mon travail pour lequel j'avais été embauchée initialement. Ça va être cette sursollicitation de l'attention réactionnelle, c'est ce que je disais. «Ah bah tiens, il faut que je réponde tout de suite. J'ai reçu un mail, j'y réponds». Alors que pas forcément tout de suite. À nous de juger le degré d'urgence et il faut savoir que, c'est aussi cette problématique de difficulté de concentration. C'est 10 à 20 fois plus long de retrouver sa concentration après une distraction. En général, on part du principe qu'en 1 heure, qu'un cadre, donc un encadrant, est interrompu toutes les 7 minutes. S'il faut entre 2 et 20 minutes pour se reconnecter à sa tâche, je peux vous dire que la personne, elle n'arrive jamais à travailler sur ses dossiers et ça, c'est un vrai symptôme, qu'on a d'être tout le temps disponible ou de garder sa boîte mail ouverte en permanence et la problématique aussi de ce le pendant, hein, de cette difficulté de, surinformation, c'est qu'on se dit: «Ah tiens, peut-être que je vais toujours avoir une information en dernière minute qui va me permettre de prendre la meilleure info» et on va attendre jusqu'au dernier moment pour plus d'informations. Le problème, c'est que ça entraîne une paralysie de l'action. On attend et souvent on fait des mauvais choix puisque on fait des choix dans l'urgence finalement, en dernière minute, alors qu'avec les informations qu'on avait avant, ça aurait suffi à prendre la meilleure décision possible et c'est l'histoire de, il y en a trop, donc comment est-ce qu'on choisit celles qui sont qualitatives? C'est l'histoire du restaurant où vous avez trop de choix et du coup, vous savez pas quoi choisir parce qu'il y a trop. Le cerveau humain n'est pas en capacité de gérer ça. Je vous rappelle qu'au maximum, on est en capacité de gérer entre, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'or, 3 et 5 informations de façon plus ou moins efficace, mais le chiffre d'or, c'est 7 plus ou moins 2. Donc s'il y a plus que 7 informations pour un choix, ça devient compliqué. Les conséquences sur l'organisation, c'est que ça fait que s'ajouter à l'activité principale et on a moins de temps pour penser ou pour mener sa pensée et pour prendre la meilleure décision. Donc finalement, cette instantanéité, ça a pris le pas sur la réflexion. On a des personnes aujourd'hui qui ne sont plus en capacité de réfléchir
puisque leur créativité est mise à mal. Alors que la créativité, c'est vraiment cette capacité à produire, à créer en se basant, sur les informations disponibles, mais aussi c'est ce qui va permettre de développer la résilience et surtout la résolution de problèmes. Dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes, si on ne laisse pas le temps de la créativité, de la réflexion et qu'on demande toujours de prendre des décisions en urgence ou de faire tout en urgence, alors c'est et mal pour la collectivité, et mal pour la personne, et mal pour la structure dans son ensemble, puisqu'il n'y a plus de résilience, il n'y a plus de mou, pour pouvoir, être dans cette réflexion-là. On a aujourd'hui, et ça c'est les dernières études en neurosciences qui le mettent en avant, une déperdition de notre savoir de l'analyse et de notre capacité attentionnelle. On n'arrive plus à maintenir une attention soutenue du fait des notifications permanentes, du fait d'être interrompu régulièrement, mais aussi de ne plus prendre le temps, d'analyser les choses pour travailler et prendre la meilleure disposition possible. Ça a aussi entraîné la disparition des temps morts ou des interactions informelles. Vu qu'on passe tout par mail, ben, on n'a plus le temps du café où on allait échanger sur des dossiers, trouver les solutions ensemble, avoir finalement ce temps de réflexion un peu hors du temps qui permettait souvent de trouver la meilleure solution. Et donc ça va aussi entraîner, on va pas reparler, hein, de l'impact de l'écrit dans les relations entre collègues, mais si ça vous intéresse, on avait travaillé dessus sur la communication non violente. Ça va entraîner aussi de l'interprétation, et donc une dégradation des relations entre collègues. Donc que des conséquences pas forcément bien agréables. L'information aussi, et ça, Quentin va le développer, souvent dans nos mails, on garde tout parce qu'on se dit: «Ah bah tiens, peut-être que ça peut être utile». Le problème, c'est que quand on le garde, et ben, derrière, on ne sait plus où retrouver. On sait que c'est quelque part, mais comment est-ce qu'on le recherche? Comment est-ce qu'on trouve la bonne information? Et ça va aussi créer des flux de communication parallèles. Bah, tiens, il y a eu X mises en copie et puis ensuite je vais aller parler en présentiel, je vais envoyer un SMS, je vais, créer, un Teams, on a vraiment cette difficulté-là de communication parallèle avec une perte de temps directe. C'est le temps qui est consacré à répondre et juste à trier l'information et une perte d'information indirecte, qui est la perte de concentration par les interruptions. Aujourd'hui, alors c'était en 2008, hein, ça remonte, je pense que s'il y avait une étude qui était refaite là-dessus, eh bah, ça serait encore plus élevé. Ils ont estimé la baisse de la productivité à 28 du temps de travail lié à l'infobésité. C'est quand même énorme, ça veut dire que plus de 3 fois sur 10, donc vous avez quand même presque 30 de votre temps donc 3 demi-journées, hein, si on en a 10, 3 demi-journées sont prises juste pour traiter du mail minimum et du coup, ça baisse totalement la productivité d'un service. Productivité égale efficacité, nombre de dossiers traités, voilà, par rapport aux missions qui peuvent être réalisées. Pour les actions à entreprendre, je vais laisser la parole à Quentin, heu et je vais regarder juste s'il y a pas de questions. Ça a l'air d'être bon, tout le monde nous entend toujours. C'est juste, parfait. OK, ben, Quentin, je te laisse la parole. Ok, je te remercie, Jennifer. Donc, en effet, on va essayer d'aborder différents points qui vont nous permettre de lutter contre cette infobésité. Ça passera par trois éléments, dont la gestion d'une arborescence. Alors, l'utilité d'une arborescence, elle est triple. Ça doit vous permettre de faciliter l'accès à l'information, la centraliser. L'objectif principal d'une arborescence, c'est avant tout de pouvoir trouver les informations souhaitées plus facilement. Et pour cela, eh bien, on va essayer d'éviter la multiplication des hébergeurs de données, c'est-à-dire en d'autres termes les serveurs. Ça doit également faciliter le fonctionnement de votre mémoire. On fonctionne la quasi-totalité du temps, en tout cas pour ma part, selon une logique d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va aller du général au concret. Et pour cela, eh bien, on va créer plusieurs niveaux au sein de l'arborescence qui doivent nous guider de façon naturelle, c'est-à-dire que le cerveau doit aller de lui-même vers l'information. Ça ne doit pas vous créer une difficulté.
Et enfin, faciliter le travail collaboratif parce qu'en fait, et on le reverra pour les différents éléments, une arborescence, ça se crée à plusieurs parce que, eh bien, généralement, les dossiers sont mis en commun et donc ça suppose que tout le monde adopte la même façon de faire et de classer. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une arborescence à son échelle quand un archiviste n'est pas forcément à disposition? Eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir définir vos champs d'action, vos priorités. Trop souvent, pour ma part, je vois les gens vouloir aller trop vite, vouloir faire 50 choses en même temps, s'attarder à toucher un petit peu à tous les dossiers, à vouloir réorganiser, à travailler dans le détail dans un environnement qui est encore méconnu. On est déjà noyé sous l'information et on se lance parfois un petit peu trop vite dans un élément que l'on connaît trop peu et donc on va se noyer une deuxième fois. Donc les choses doivent se faire, je pense, progressivement, doucement. Euh, j'ai tendance à dire qu'il faudrait par exemple commencer par les dossiers qui sont clos, les dossiers qui pour vous ont peu d'importance et donc, vous allez essayer à partir de cela de construire une arborescence qui tente de se calquer, et là aussi c'est mon point de vue, le plus possible sur votre organigramme. Euh, et je pense qu'à la suite de ça, vous aurez réussi votre première étape de définir vos priorités. Une deuxième chose, ça va être de mettre de la clarté dans votre arborescence. Je pense que la clarté est vraiment reine, hein, si vous voulez, si vous ne voulez pas vous noyer une deuxième fois, travaillez peut-être d'abord par grande thématique et insérez vos documents. En fait, l'objectif, c'est de ne pas multiplier la création de dossiers. Au départ, plutôt en créer quelques-uns et insérer tous les documents qui se rapportent à cette thématique en question. Faites une thématique urbanisme, une thématique finance, et vous allez raccrocher tous les documents sur votre espace de travail qui renvoient à ces thématiques-là, ce qui va vous permettre d'épurer un petit peu au moins votre espace de travail. Et à la suite de cela, vous revenez dans votre thématique et vous allez créer d'autres sous-thématiques. Et c'est donc ces fameux niveaux que vous allez créer. Ensuite, de la collaboration. La mise en place d'une arborescence, elle doit se faire en équipe, comme je disais. Alors, généralement, on essaye de le faire par service. Et n'oubliez pas que ce qui vous paraît évident, ça ne l'est pas forcément pour votre voisin ou votre collègue. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que ça doit toujours être le plus simple, le plus intuitif possible pour tout le monde, et d'où cette idée, encore une fois, de collaboration, de concertation. Ça va être une idée qu'on va revoir notamment pour le nommage, mais une équipe qui n'est pas d'accord sur la façon de faire, de construire son arborescence, elle ne sera de toute façon pas également pour le nommage de fichiers. Donc au final, on revient à zéro, on revient sur une situation un petit peu de pagaille. Donc, n'hésitez pas à vous prendre 15 minutes dans la journée, à la fin de votre journée, une heure et quart dans la semaine, pour échanger sur vos façons de faire, vos façons de voir les choses, pour permettre un travail commun. Je pense d'ailleurs que l'arborescence parfaite n'existe pas. Nous-mêmes archivistes, nous n'en créons pas des parfaites, mais une façon de faire existe pour que tout le monde puisse s'y retrouver et ne perde plus de temps. Et enfin, un petit peu de cohérence. Je pense que qu'une arborescence fonctionne, elle doit suivre le même chemin tout du long. Et c'est pourquoi chaque document doit pouvoir trouver sa place dans l'arborescence. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être qu'il y a un problème, qu'il y a un petit hic au moment de la construction. Et donc, là encore, de façon, et c'est pour ça qu'on parlait de collaboration, réunissez-vous une nouvelle fois pour en discuter et trouver une solution. Il ne s'agit pas de défaire, en tout cas je pense, toute l'arborescence que vous avez faite jusque-là, mais plutôt la réadapter à une nouvelle typologie de document que vous n'aviez pas encore eu à ce moment-là. Donc,
ne faites pas d'exception à la règle ou à vous dire je le ferai plus tard parce que on a déjà du mal à dégager 15 minutes, 20 minutes dans notre journée et donc on a trop rarement le temps de revenir dessus plus tard. Prenez le temps sur le moment, quitte à y passer un peu plus de temps, mais tenez-vous à vos règles si vous en définissez. Voilà pour ce qui concerne l'arborescence. Un deuxième élément qui va vous permettre de lutter contre l'infobésité, ça va être le nommage de fichiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on nomme des fichiers? Là, comme l'arborescence, c'est pour faciliter la recherche. On a tendance à dire qu'un nom de fichier, ça doit être unique, relativement court, il doit avoir du sens et sans coupure. Sans coupure, j'entends par sans espace. C'est tout là l'intérêt en fait du nommage de fichiers, c'est trouver un compromis entre quelque chose de concis et quelque chose de très clair. On doit savoir de quoi il s'agit sans forcément ouvrir le document. Alors, quelques conseils pour nommer correctement vos fichiers. Tout comme l'arborescence, travailler en équipe. C'est une règle partagée par tout le monde, par l'ensemble des agents de la collectivité. Et pour bâtir cela, il vous faudra un travail collaboratif, vraiment pour vous assurer que tout le monde l'utilisera dans le futur. L'idée, c'est que personne n'est éternel et donc la personne qui va vous remplacer doit adopter la même façon de faire que tous les autres agents. On va essayer également de limiter les noms longs, les noms à rallonge. On a tendance à dire qu'on devrait se limiter à 25-30 caractères par nom de fichier parce qu'on est limité, je crois, à 250-255 caractères dans les différents niveaux de l'arborescence. Et donc, quand on a 5, 6, 7 niveaux et qu'on est déjà à 25-30 caractères, on atteint très vite ces 250 caractères. Donc, encore une fois, essayer de les limiter parce que ça doit sauter aux yeux de quel document il s'agit. Se limiter également aux caractères alphanumériques, donc aux chiffres et aux lettres. On va vraiment prohiber tout ce qui est tiret, point d'exclamation, d'interrogation, etc. Seul l'underscore finalement sera entre guillemets autorisé, c'est le fameux tiret du 8. Il va vous permettre de faciliter vos recherches. Alors ça dépend de vos solutions de recherche sur vos serveurs, mais l'underscore, généralement, c'est un avantage pour retrouver plus facilement les documents. C'est pour ça que c'est le seul caractère autre que les chiffres et les lettres qu'on a tendance à utiliser. Et j'en profite également pour dire pas d'accent, hein, parce que quand on souhaite retrouver un document, si on ne met pas l'accent, on ne le retrouve pas. Donc on se limite encore une fois aux lettres et aux chiffres. Essayez également d'utiliser tous la même façon d'écrire les dates. Certains utilisent la façon anglo-saxonne, donc généralement c'est d'abord les années, ensuite les mois et les jours, tandis que la méthode française c'est plutôt l'inverse. On a une norme ISO qui vient nous rappeler que la façon anglo-saxonne est celle peut-être à utiliser. Dans les faits, on s'en fiche un peu de quelle façon on écrit la date, juste faire en sorte que tout le monde utilise la même. Trop souvent, sur les comptes rendus d'assemblée ou autres, on a des façons différentes d'écrire et ça met à mal la compréhension, la bonne compréhension du document. Donc, essayez de faire en sorte d'utiliser la même façon d'écrire les dates. Faites également attention à l'utilisation des majuscules et des minuscules. Moi, j'ai tendance à dire que les majuscules doivent être comment dire, réservées à certains mots prédéfinis. Je les utilise surtout pour les acronymes. Pour ce qui est des abréviations, essayez également de dresser une liste commune parce que c'est trop facilement libre à l'interprétation. Chaque personne a sa façon d'interpréter une abréviation. Donc, essayez de vous dresser une liste commune pour être sûr que quand on voit sur un titre, sur un fichier, qu'on soit sûr qu'il s'agit bien de tel document et pas d'un autre. Et enfin, ça paraît peut-être un petit peu plus clair, pas de dénomination vague. Encore une fois, hein, la bonne compréhension du document, elle doit passer par la clarté du nom du fichier. Donc, on doit savoir de quoi il s'agit sans avoir besoin d'ouvrir le document.
Et puis enfin, la gestion des mails, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, puisque par cette infobésité, on va essayer de donner quelques conseils pratico-pratiques. J'ai tendance à dire, pour la première chose, de se définir des plages pour ouvrir votre boîte électronique. L'idée, c'est de ne pas la laisser continuellement ouverte toute la journée. J'ai tendance à dire qu'on doit l'ouvrir peut-être 2 ou 3 fois dans la journée. Moi, je le fais personnellement 3 fois. Une fois en début de journée, une fois juste après la pause déjeuner et une dernière fois, généralement 30-40 minutes avant de partir du travail. Une fois qu'on a ouvert cette boîte de messagerie électronique, qu'est-ce qu'on fait? On analyse rapidement les différents messages qu'on a et on essaye de répondre à tout ce qui prend moins de 2 ou 3 minutes. Généralement, c'est des petites informations, ça ne demande pas une grande concentration, c'est des confirmations de rendez-vous et autres. Donc, c'est toute une masse d'informations qu'on doit libérer en très peu de temps. Ensuite, ce qui prend plus de 2 minutes, 2, 3 minutes, on en a également un certain nombre. On n'a pas toute la journée pour répondre à nos mails. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se les planifier comme une tâche dans la journée. En effet, répondre à des mails, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais ça fait partie de nos tâches de travail. C'est une mission de notre travail. Et donc, à ce titre, on doit pouvoir dégager un temps nécessaire pour la rédaction de nos mails. Donc, c'est pour ça que j'avais tendance à dire, on essaie d'ouvrir une dernière fois notre boîte mail 30 à 40 minutes avant de partir. Ça doit permettre, par exemple, de se prendre du temps pour répondre à quelques mails dont on n'a pas eu l'occasion de répondre dans un premier temps. Je vous invite également à enlever tout ce qui est alerte pop-up, enveloppe qui s'affiche. Ça revient à cette idée de ne pas laisser continuellement votre messagerie ouverte. Même si vous avez cliqué sur la barre du moins, vous allez quand même continuer à recevoir des notifications. Et comme le disait de toute façon Jennifer, votre cerveau va instinctivement aller vers l'information qui vous avait été envoyée et donc vous allez perdre le fil de ce que vous étiez en train de faire. Et donc, peut-être que vous n'aurez pas le temps de répondre à ce mail et en plus, vous aurez perdu le fil conducteur de ce que vous étiez en train de faire. Donc, on est sur un effet doublement négatif. Troisième pratique qu'on pourrait énumérer, c'est faire du tri, ce qu'on appelle du ménage numérique. Dès lors que vous recevez un mail important qui se raccroche à un dossier que vous êtes en train de faire, enregistrez-le. Ça doit être automatique. Ça fait partie des choses qui doivent prendre moins de 2 minutes. Dès lors que vous avez un mail qui se raccroche à un dossier de suivi, on l'enregistre et on n'en parle plus. Supprimer également de la boîte ce qui n'est pas utile. Généralement, ce qui n'est pas utile, ce sont les mails en copie, les anciens mails, les newsletters. Si vous êtes en copie, c'est généralement qu'on considère que vous n'êtes pas le destinataire principal et donc que la lecture de ce mail n'est pas forcément obligatoire. Donc généralement, vous pouvez le lire en diagonale et très rapidement passer. Supprimer pardon, également les anciens mails. C'est peut-être des informations sur lesquelles vous ne traitez plus, mais dès lors que vous allez voir des anciens mails, ça va vous faire de l'information qui n'a pas lieu d'être dans votre tête, et donc on perd également un temps précieux. Donc tout ce que vous n'avez plus, tout ce que vous ne traitez plus, vous le supprimez tout de suite. Et enfin, newsletter, eh bien, désabonnez-vous si vous ne les lisez pas. Ça n'a pas lieu d'être de s'embourber de documents, de mails dont on n'a aucune utilité. Et généralement, c'est ces fameux mails qui se multiplient et qui font qu'on a des boîtes mail qui explosent.
Conservez également ce que vous ne savez pas. Alors généralement, on a tendance à dire de mettre des codes couleurs. Donc les je ne sais pas, ça peut être des mails en attente de l'intervention d'un archiviste qui pourra vous répondre, qui pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Ou alors, ça va revenir à ce qu'on disait auparavant, essayer de mettre un code couleur et de vous le planifier dans votre agenda plus tard. Euh, on prendra un temps un peu plus grand pour répondre à cela. Et je pense que ça devrait le faire. Et enfin, vider la boîte mail supprimée, ça prend de l'espace de stockage. Enlevez-la. Et encore une fois, comme je disais auparavant, ça vous la tête voit un certain nombre d'informations inutiles. Donc, dès que tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous avez terminé, essayez de le supprimer. Et enfin, les dernières bonnes pratiques, eh bien, définissez collectivement vos bonnes pratiques, tout comme l'arborescence, le nommage de fichiers, ça doit être fait de façon collective. Savoir qui on met en copie. Généralement, on est noyé de mails où on est mis en copie. Donc, comme je disais, faites attention à qui vous mettez en copie. Si cette personne n'est pas forcément importante, ne la mettez pas. Et quand vous répondez à un mail dont vous êtes en copie, faites attention à ne pas répondre à tout le monde parce qu'on multiplie de fait cette question de l'infobésité pour rien. Et en plus on pollue un peu plus hein, puisque l'envoi de mail pollue. Et puis enfin, bien nommer l'objet de votre mail. Ça revient à cette idée de liste commune sur les abréviations, les PI, PV, PA, et ça pourra déterminer en plus le temps qu'on consacrera à ce mail. Quand vous avez pour info, bah, vous savez que ce sera moins important que pour validation, et donc c'est quelque chose que vous pourrez traiter peut-être beaucoup plus rapidement. Et puis enfin, nommer les pièces jointes. Eh bien, ça revient à ce qu'on disait sur le nommage de fichiers. On doit pouvoir savoir de quoi il s'agit sans forcément ouvrir cette pièce jointe. Et puis, ça faudra aussi conditionner la façon dont on prend du temps pour répondre à ce mail. Voilà pour moi, je crois. Oui, en effet, un dernier point. Réfléchir donc au meilleur canal pour communiquer. C'est vrai qu'on a tendance à dire quand il s'agit de plus de 3 à 5 personnes, le mail n'est pas forcément la bonne solution pour se comprendre facilement. Privilégier les réunions en face à face. Il y aura peut-être une meilleure clarté sur la façon de dire les choses. C'est ce qu'on appelle voilà, les mails ping-pong. On se renvoie les mails, mais réunissez-vous, c'est ce qui paraît peut-être le plus évident. Réunion en face à face ou avec des outils collaboratifs comme Teams, hein, sur lesquels nous sommes, c'est tout aussi bien. Merci beaucoup Quentin pour ces éléments. Donc effectivement, hein, ça c'est des choses vraiment qu'il faut re-questionner de façon collective. Vous l'aurez bien compris, l'infobésité ne se gère pas seule. Et autre outil, là je vous ai juste mis des liens, vous les regarderez parce que je vois que le temps passe et on a encore un peu de contenu à vous transmettre. Vous pouvez aussi avec Outlook, il y a des fonctionnalités hein, vraiment spécifiques, vous créez des règles de tri spécifiques qui font le tri tout seul. Donc vous pouvez vous créer une boîte spécifique newsletter où tous les mails de newsletter arriveront directement dans ce dossier. C'est pareil, vous pouvez vous créer un dossier en copie, ce qui signifie que si vous êtes mis en copie, c'est des choses qui ne sont pas prioritaires et donc tout ce qui va en copie, ça ira directement dans un dossier spécifique et pas dans votre flux. Avec cette aussi, mettre en place voilà, le code couleur hein, en fonction des priorités, comme l'expliquait Quentin. Je vous ai mis ici des petits liens vers des protocoles, hein, des explications de comment mettre en place ces règles. C'est des choses que vous apprenez aussi en formation, hein, sur les formations Outlook. Donc n'hésitez pas à soit les faire en interne via le CNFPT, soit aller en suivre bien spécifiquement. Donc, vous l'avez compris, il faut qu'on agisse au niveau de l'organisation. Le problème, il vient de notre consommation, pas de l'existence de l'information même, mais c'est vraiment important de passer à un mode plus structuré, plus organisé de l'activité et de considérer que cette activité-là,
c'est vraiment stratégique. Si on ne réfléchit pas aujourd'hui, on le voit dans toutes les structures qu'on accompagne, les DGS aujourd'hui, les DG et ceux qui ont des fonctions de responsables de service sont noyés. On a des personnes qui ont plus de 100 mails par jour. Et donc, ils ne font plus que traiter du mail alors que leur activité n'est pas là. C'est aussi de ralentir au niveau collectif le rythme des réponses. Un mail ne demande pas forcément une réponse automatique, rapide. Certaines personnes sont convaincues de ça, c'est pas forcément le cas. On répond, et ça, c'est un truc à revoir aussi en interne, par rapport à ce protocole-là, de modifier aussi les protocoles de décision, mais aussi, comme on l'a vu, d'adapter les environnements de travail avec des temps silencieux, sans interruption. Alors ça, c'est encore un autre sujet, qu'on pourrait traiter à part, mais vraiment de planifier des moments dans votre agenda sans interruption, et de vraiment fermer votre boîte mail aussi comme l'a expliqué Quentin, mais aussi de réduire votre pollution visuelle, notamment en rangeant les bureaux. Il y a des personnes qui ont des bureaux avec des dossiers partout, qui font, des gratte-ciel, hein, ça, c'est des choses qui vont venir polluer votre attention. Donc c'est important. Il y avait écrit ça sur une des diapos, hein, faire un cleaning day, c'est de faire du tri numérique, hein, c'est un mot des archivistes, mais c'est aussi important de faire un cleaning day de votre bureau pour que ce soit aussi le moins stimulant possible au niveau de votre attention. Alors, comment planifier au mieux? Je ne vais pas forcément m'attarder dessus parce que c'est un sujet vraiment spécifique. Vous l'avez compris, le niveau d'attention est différent en fonction des personnes, en fonction de nos intérêts, mais aussi en fonction de la journée, tout simplement parce que ça va changer. Je vous ai mis le lien ici vers un questionnaire qui va vous permettre de savoir quel est le meilleur rythme, de quel mode vous dépendez. Le cerveau n'aura pas le même niveau d'attention en fonction des heures de la journée. Par exemple, pour planifier, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être important pour les personnes qui sont plutôt du matin, ou peu importe matin, après-midi, c'est essentiel que le matin soit consacré à des activités de création, de contenu, de rapport ou de prise de décision. La première activité du matin, ça doit toujours être la plus importante et la plus complexe. Avec cette idée de ce qui est fait n'est plus à faire, c'est aussi pour éviter la procrastination. Concrètement, ouvrir sa boîte mail le matin quand on arrive, ce n'est pas la meilleure solution tout de suite, puisque en ouvrant votre boîte mail, vous allez vous créer du travail. Vous allez regarder, vous allez vous dire: «Ah bah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». La première activité de 8h30, 9h quand vous arrivez à 10h30, maximum 10h, 10h30, ça doit être de la production, de la création de contenu. Il y a une étude qui est sortie en 2022 qui a prouvé que sous IRM, hein, ils ont regardé le cerveau, le simple fait de penser à une tâche prenait autant d'énergie dans votre cerveau que si vous la faisiez réellement. Donc le simple fait d'y penser, c'est le fait de mettre de l'activité dans votre tête et donc de créer de la distraction. Donc ça, c'est important. Le matin, on n'ouvre pas tout de suite la boîte, on l'ouvre après si vous êtes une personne du matin, bien entendu. Et l'après-midi ou en tout cas quand vous avez vos baisses de niveau d'énergie, moi je sais que ça tourne vers 13h30, 14h, voire 14h30 en fonction de la journée. C'est des tâches où je vais être en diminution de niveau d'attention. Ça ne veut pas dire que je m'endors, hein, ça veut dire que si je vais devoir lire Légifrance, c'est pas l'après-midi, ce sera le matin, et ça va être du coup l'après-midi doit être consacré à des moments où on va être stimulé par l'information. Ça peut être justement des réponses aux mails, ça peut être des réunions, ça peut être l'animation, ça peut être de faire un point avec un collaborateur ou un collègue sur un dossier. C'est plus des tâches où vous allez être stimulé par d'autres personnes. Alors que le matin, du coup, si vous êtes du matin, c'est la création et c'est vraiment comme ça qu'il faut répartir les choses. Pour planifier au mieux et pour mieux gérer la charge, et surtout gérer la charge mentale, on va faire ce qu'on appelle avaler le crapaud. C'est basé sur la tendance de l'être humain à toujours repousser les tâches les plus complexes ou les plus ennuyeuses. Alors c'est quoi la procrastination? Je vous donnerai la définition demain. Le problème, c'est qu'on repousse, on repousse, on repousse jusqu'à arriver à, du stress puisqu'on va devoir réaliser l'activité dans l'urgence. La solution, c'est vraiment de planifier ces activités en début de journée pour se sortir de la tête, l'activité, pour qu'il y ait moins de distractions et aussi puisque, je l'ai dit juste avant, on n'a pas le même niveau d'attention en fonction des heures de la journée. Donc je sais que c'est pas ce qu'on préfère faire, mais il faut vraiment le faire tout de suite en début quand vous arrivez, parce que au moins c'est fait et ça sort de votre tête.
Et enfin, dernière technique qui marche très, très bien pour ceux qui sont souvent interrompus, et pour ceux qui ont une attention limitée parce que physiquement ou cognitivement, vous êtes fatigué et donc vous n'arrivez plus à maintenir un focus, c'est la technique du Pomodoro. C'est une technique qui permet de maintenir une attention soutenue et d'éviter toute distraction. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On se base sur un minuteur de 25 minutes où on va réaliser une seule tâche donnée. Seule l'activité qui est définie va être réalisée et aucune autre. Au bout des 25 minutes, on fait une pause de 3 à 5 minutes pour pouvoir reconnecter le cerveau, le remettre en vigilance. Et si la tâche n'a pas été terminée, on se reprogramme 25 minutes complémentaires. Sinon, eh ben, on passe à la tâche suivante. Le fait de travailler par 25 minutes, c'est l'attention maximale que vous pouvez avoir. Vraiment de façon soutenue. Au bout de 20 à 25 minutes, l'attention, elle décroît jusqu'à arriver à 90 où on est autour de 0 au niveau de vigilance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire des pauses quand vous roulez toutes les 1h30, 2 heures. C'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est parce que votre vigilance est au plus bas, même si vous vous en rendez pas compte. Ça part du principe qu'un travail qui est réalisé en continu va prendre forcément moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc ces temps de 25 minutes, vous les planifiez aussi dans votre agenda. Ça fait partie des pratiques qu'il faut développer en interne, que tout le monde planifie ses tâches et ses activités dans Outlook pour qu'on puisse savoir quand on peut venir interrompre ou pas les personnes et de prévoir par exemple des créneaux échanges entre collègues possibles. Comme ça, les gens savent aussi quand ils peuvent venir vous voir. Il est 10 heures tout pile, il me reste juste un truc super important, mais ça, c'est vraiment un sujet, qu'on pourrait traiter de façon plus approfondie, la notion d'organisation. C'est la matrice d'Eisenhower. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit, tout est urgent, on n'arrive plus à s'en sortir, il y a trop d'infos. Comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, en fait, il faut que chaque tâche, chaque activité que vous êtes amené à faire, vous puissiez les classifier, sur un axe important, urgent. Tout ce qui est important et urgent, c'est des choses à traiter en priorité. Tout ce qui est important mais non urgent, on les planifie dans le temps, dans l'agenda en fonction des délais impartis. Tout ce qui est non important mais urgent, si on peut le déléguer, on le délègue et sinon on voit comment on peut faire autrement. Et enfin, ce qui est non important et non urgent, de se poser la question de: «OK, finalement, à quoi ça sert de le faire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas de le faire?» Et les personnes qui me disent: «Oui, mais on le fait parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est historique», ça suffit. Aujourd'hui, on est saturé, on ne peut pas se rajouter des choses qui ne servent à rien, qui ne sont ni importantes ni urgentes. Donc c'est s'autoriser aussi collectivement à renoncer à des pratiques qui sont là depuis toujours parce qu'on a toujours fait comme ça, mais qui aujourd'hui n'ont aucune plus-value et n'apportent rien, au travail. Voilà pour ce contenu. Beaucoup de conseils sont donnés, beaucoup d'outils. Comme je vous le disais, on n'est pas sur un format formation où vous allez pouvoir tout de suite expérimenter. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, reprendre les conseils, les mettre en œuvre dans vos structures. Je ne sais pas si vous avez des questions, si, heu, vous avez des points particuliers et c'est vraiment de le travailler ensemble, avec les collègues et aussi avec les élus. Puisqu'on le sait, hein, c'est aussi, le mail, une vraie problématique au niveau des élus. «Tiens, je passe dans cette rue, j'ai vu ci, j'envoie un mail pour que ce soit traité». C'est aussi de revoir autrement comment on communique entre nous. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Il y a pas de réaction? Ou alors dans le chat, il s'est pas mis à jour chez moi, je ne sais pas. OK, merci pour le retour. On a des collègues qui répondent donc c'est parfait, c'est que vous m'avez bien entendu. Ça fait pas 1 heure que Quentin et moi on parle dans le vide. Parfait, en tout cas, on vous envoie et l'enregistrement et donc dès qu'il sera mis en ligne, et également le support de présentation ainsi que toutes les fiches pratiques qu'on a déjà créées sur ce sujet-là. Si vous avez besoin d'approfondir certains sujets, que ce soit sur l'organisation ou, des sujets archives ou n'importe quel autre sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à nous refaire un retour par mail, et ça nous permettra aussi de vous préparer et de vous proposer d'autres petits déj QVT tout au long de l'année qui seront adaptés, à vos besoins, puisque c'est, par rapport à vos retours d'expérience qu'on crée du contenu. On vous remercie et puis on vous souhaite, une bonne semaine, en espérant que vous puissiez, pendant peut-être ces vacances scolaires, mettre quelques conseils en pratique et pourquoi pas se prévoir, une demi-journée de cleaning day, Quentin? Je ne sais pas ce que tu en penses?
Oui, oui, bah, c'est surtout pendant les périodes de vacances qu'on applique ça. Généralement, l'information est un petit peu moins soutenue, même si on continue à en avoir. Donc, généralement, on les conseille plutôt pendant les périodes scolaires, périodes estivales, mais les vacances actuellement, c'est une bonne idée aussi. Ça marche. Ben, merci beaucoup et puis, bonne journée. Bonne journée à vous.